La colère, cette force brute qui surgit sans prévenir, qui brûle tout sur son passage, qui laisse descendre dans les relations, dans les cœurs, dans les silences. Malik la connaît bien, il a grandi avec elle, comme un feu qu'il pensait pouvoir contrôler, mais à 35 ans, il ne contrôle plus rien. Malik est ce qu'on appelle un homme brillant. Il dirige une entreprise de design en pleine expansion à Paris. Il est charismatique, sûr de lui, incisif. Mais derrière son assurance se cache une vérité plus sombre. Il vit dans un état de tension permanent. Un mot de travers, un détail qui cloche et tout explose. Ce matin-là, en pleine réunion, son assistant oublie une pièce jointe importante. Malik se lève, l'interrompt, le fusille du regard et dans un geste incontrôlé, frappe la table de toutes ses forces. Le mug de café se renverse, le silence s'installe. Personne ne dit rien, personne n'ose. Ils ont l'habitude. Malik a ses colères et ses excuses. Mais ce soir-là, quelque chose change. Malik rentre chez lui, nerveux, vidé. Il trouve son fils Adam, 7 ans, en train de dessiner. Un trait dépasse, une tache sur la table. Malik s'énerve, il crie. Adam recule, tremble, puis hurle à son tour. Il renverse sa chaise, frappe dans les murs, pleure avec une violence que Malik reconnaît immédiatement. C'est lui, c'est exactement lui, enfant. Et à cet instant précis, tout s'effondre. Malik a grandi dans une maison silencieuse, trop silencieuse. Un appartement sombre dans une banlieue grise, un père toujours en colère, une mère fantôme. On ne criait pas, non. On étouffait, on écrasait, on punissait sans bruit. Son père, militaire à la retraite, exigeait l'ordre, le silence, la perfection. Il surveillait Malik comme un général inspecte une armée. Le lit devait être fait au carré, les chaussures alignées, les cahiers sans rature. Une remarque, un regard de travers et la punition tombait. Pas forcément physique, le pire, c'était l'indifférence. Des jours sans un mot, des regards qui glacent, une porte qui se ferme. Et Malik, seul dans sa chambre, à se demander ce qu'il avait mal fait. Sa mère, elle, ne disait rien. Elle obéissait. Elle faisait le ménage, préparait les repas, essuyait les pleurs. Mais elle ne protégeait pas. Elle ne parlait jamais en sa présence. Quand Malik pleurait, elle lui disait doucement « Chut, arrête, ton père va t'entendre ». Très tôt, Malik a compris une chose. Montrer ses émotions, c'était dangereux. Il a appris à les cacher, à ravaler ses larmes, à serrer les dents, à encaisser. Il a grandi avec un volcan en lui et personne pour l'écouter. À l'école, il était brillant mais solitaire. Il ne jouait pas avec les autres enfants. Il les trouvait bruyants, instables. Lui voulait juste qu'on le laisse tranquille, qu'on l'oublie. Il dessinait des maisons, des villes silencieuses, des univers parfaits où personne ne criait, où tout était à sa place. Mais parfois la colère sortait. Un coup de poing dans le mur, un cri dans l'oreiller, une crise d'angoisse cachée sous la couette. Et toujours cette voix dans sa tête. « T'es faible, t'es nul, tu fais honte ». Il s'est juré qu'un jour il serait fort, respecté, intouchable. À 35 ans, Malik pense qu'il a tourné la page. Il se dit que son passé ne le définit pas, qu'il a réussi à construire sa vie seul, en dépit de tout. Il est devenu un homme accompli, respecté, craint parfois, mais c'est le prix du succès, non ? Il se lève à 6 heures tous les matins, fait une séance de sport intense, lit des livres de développement personnel, dirige son entreprise d'une main ferme. Il exige l'excellence. Il prône la discipline, il déteste les excuses. Pour lui, les émotions, c'est un luxe pour les faibles. Malik se croit libre. Mais il vit enfermé. Dans ses relations, la même mécanique se répète. Il tombe amoureux rapidement, passionnément, intensément. Puis viennent les reproches, la distance, l'isolement. Les femmes l'accusent d'être froid, autoritaire, inaccessible. Il les traite de sensibles, d'instables, d'immatures. Il n'a pas d'amis proches, juste des collègues, des partenaires, des relations d'affaires. Personne ne connaît réellement Malik. Même ses silences sont stratégiques. Et pourtant, la nuit, il ne dort pas bien. Il se réveille souvent avec la mâchoire crispée, les draps trempés de sueur. Il rêve d'un petit garçon seul dans une pièce vide. Il ne fait jamais le lien. Il dit que ce sont juste des cauchemars, que tout va bien. Lorsqu'il croise une personne en colère,
il la juge violemment. Elle ne se contrôle pas. Lorsqu'un enfant pleure dans le métro, il détourne le regard, irrité. Ses parents ne savent pas l'éduquer. Ils ne voient pas qu'il est ce qu'il rejette. La vérité, c'est que Malik vit en pilotage automatique. Il fonctionne, il ne vit pas. Il ne ressent pas. Il agit, il impose, il contrôle. Tout est une question de maîtrise. Et chaque fois qu'il perd cette maîtrise, il explose. Et chaque fois, il se justifie. Il m'a provoqué, elle exagère. Je suis comme ça, c'est tout. Mais au fond, il sait. Il y a cette petite voix, parfois, dans les moments de solitude qui murmure. Tu souffres, Malik, et tu ne veux pas le voir. Il l'étouffe avec du travail, avec des projets, avec des écrans, avec des to-do list, jusqu'au jour où cette voix prend le visage de son propre fils et qui ne peut plus fuir. Ce soir-là, Adam n'est plus l'enfant joyeux qui dessinait sur la table du salon. Il devient une image figée, une réplique en miroir d'un passé que Malik croyait enterré. Ce regard paniqué, ses poings serrés, ses cris bruts et désordonnés. C'est Malik à 7 ans. Il reste debout, incapable de bouger, regardant son fils dans un état de fureur qui lui semble irréel. Adam crie, hurle, tape dans les murs. Son petit corps est traversé par une colère immense. Malik s'approche pour le calmer, mais au lieu d'un mot doux, c'est un ordre qui sort. Ça suffit maintenant. Adam sursaute, recule, tombe à genoux, en sanglots. Et Malik se fige. Une mémoire surgit. Il se revoit recroquevillé dans sa chambre, les bras au-dessus de la tête, attendant que son père arrête de crier. Il entend encore sa voix, froide, cassante, t'es qu'un incapable. Il regarde son fils, il se regarde. Dans le silence qui suit, une peur ancienne refait surface, celle d'être devenu ce qu'il a juré de ne jamais devenir, celle d'avoir transmis sans le vouloir ce qu'il a tant haï. Malik tombe à genoux, les yeux embués, incapable de prononcer un mot. Adam lève les yeux vers lui, il ne crie plus, il respire fort comme s'il sortait d'une tempête. Malik l'enlace maladroitement, pour la première fois depuis longtemps, il pleure. Il pleure comme un enfant, à genoux sur le parquet, serrant son fils contre lui. Ce soir-là, Malik ne trouve pas le sommeil. Il reste éveillé, les yeux fixés au plafond. Il ne pense plus au travail, aux échéances, aux responsabilités. Il pense à son enfance. Il pense à ce qu'il n'a jamais reçu, à ce qu'il aurait voulu entendre. « Je suis là, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère. » Il se demande comment on apprend à aimer quand on n'a jamais vu l'amour en action. Le lendemain, Malik appelle son médecin. Il demande une recommandation pour un psychologue. Il a besoin d'aide. Il a besoin de comprendre. Il regarde son fils partir à l'école et il se fait une promesse. « Je ne te transmettrai pas ma douleur. Je vais la soigner. » Malik entre pour la première fois dans le cabinet d'un thérapeute avec la sensation étrange d'être nu. Assis sur un fauteuil en cuir, face à une femme au regard calme, il ne sait pas par où commencer. Il a l'impression que s'il parle, tout va s'écrouler. Que les murs qu'il a mis des années à bâtir vont tomber d'un seul coup. Alors il ne dit rien. Il fixe un point invisible sur le tapis. La thérapeute attend, patiente. Elle ne le presse pas, et c'est peut-être ça qui le trouble le plus. Cette absence de jugement, ce silence bienveillant. Au bout de plusieurs minutes, une phrase finit par sortir. « Je ne veux pas que mon fils ait peur de moi. » La voix est rauque, presque étranglée. Et là, quelque chose s'ouvre. Les semaines suivantes, Malik retourne chaque jeudi à la même heure. Parfois il parle, parfois il pleure, souvent il reste silencieux. Mais quelque chose travaille en lui. Une mémoire refait surface, plus claire. Il raconte son père, les silences, les humiliations, les punitions sans raison. Il raconte aussi sa mère, l'ombre douce qui n'a jamais osé le défendre. La thérapeute l'aide à nommer ce qu'il a vécu, la négligence émotionnelle, le déni de ses besoins,
L'apprentissage toxique que ressentir, c'est être faible. Un jour, elle lui dit « Tu n'as jamais été en colère, pas vraiment. Tu as été blessé, et ta blessure, faute d'écoute, est devenue rage. » Ces mots le percutent comme une révélation. Alors Malik commence à écrire. Chaque matin avant de travailler, il s'installe à son bureau et couche sur le papier ses pensées, ses souvenirs, ses colères, ses regrets. Il écrit des lettres qu'il n'enverra jamais à son père, à sa mère, à lui-même enfant. Parfois les larmes mouillent les pages. Mais il écrit quand même. Il libère ce qu'il a enfermé depuis trop longtemps. En parallèle, il change doucement sa manière d'être avec Adam. Il commence par écouter, sans corriger, sans juger, juste être là, présent. Il apprend à dire « Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être triste. Je suis là. » Ce n'est pas facile. Par réflexe, il voudrait toujours contrôler, mais il s'arrête, il respire. Il apprend à répondre au lieu de réagir. Un jour, Adam renverse un verre de jus sur le tapis du salon. Il regarde son père, inquiet, attendant l'explosion. Malik s'approche, s'accroupit et dit simplement « Ce n'est pas grave, on va nettoyer ensemble. » Et dans les yeux de son fils, il voit une chose qu'il n'avait jamais vue, la confiance. Petit à petit, Malik commence à ressentir, à pleurer sans honte, à parler avec vérité. Il réalise que derrière chaque colère, il y avait un cri de détresse, une peur de ne pas être aimé, une douleur de ne pas avoir été vu. Il commence à comprendre que guérir, ce n'est pas oublier, c'est accueillir, c'est dire à l'enfant intérieur « Tu n'étais pas fou, tu n'étais pas trop, tu étais seul et c'était injuste. » Et en disant cela, il se libère. Malik sent qu'il est arrivé à un tournant. Ce chemin de guérison qu'il a commencé à tracer n'est pas un sentier ensoleillé. C'est une plongée dans l'ombre, une traversée au cœur des zones qu'il avait enfouies, des blessures qu'il voulait oublier. La colère est toujours là, bien présente, mais elle change de forme. Elle devient une compagne difficile, un rappel brutal qui n'a pas fini de faire face à son passé. Un soir, après une journée éprouvante au travail, Malik rentre chez lui. Adam, fatigué, refuse d'aller se coucher. Il crie, il pleure, il réclame l'attention que Malik a du mal à lui donner. À cet instant, Malik sent la colère monter. La vieille colère, celle qui le faisait crier contre son propre père, celle qu'il avait promis de ne plus laisser le contrôler. Mais aujourd'hui, il la reconnaît, il sait d'où elle vient. Il ferme les yeux, inspire profondément et laisse la colère s'exprimer en lui sans la refouler. Il sent la douleur, la peur, la solitude de cet enfant qu'il était. Il se parle intérieurement. « C'est toi, Malik. Tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit d'être en colère, mais tu n'es plus seul. » Cette nuit-là, Malik écrit encore. Il écrit une lettre à l'enfant qu'il était, une lettre pleine de compassion, d'écoute, de pardon. Les jours suivants, la colère ne disparaît pas. Elle revient, parfois forte, parfois sourde. Mais à chaque fois, Malik apprend un peu plus à l'accueillir. Il comprend que la colère n'est pas son ennemi, c'est un signal, une alerte sur ses blessures profondes. Il commence à pratiquer la méditation, à se reconnecter à son corps, à ses émotions. Il découvre que chaque tension musculaire, chaque boule dans la gorge, chaque battement rapide du cœur est une parole silencieuse de son passé, qui réclame d'être entendue. Dans cette traversée de l'ombre, Malik fait aussi face à sa honte. La honte d'avoir été un enfant invisible, la honte d'avoir laissé la colère détruire ses relations, la honte d'être encore fragile à 35 ans. Mais c'est précisément cette honte qu'il apprend à regarder en face. Il apprend à la nommer, à la comprendre. Il découvre que la honte vient de ce qu'on nous a fait croire, que nous sommes seuls, que nos besoins sont des faiblesses, que nous ne méritons pas l'amour. Un jour, lors d'une séance de thérapie, Malik raconte un souvenir d'enfance. Il se souvient de ce jour où son père l'avait repoussé violemment, alors qu'il cherchait simplement un câlin. Il raconte sa peur, sa tristesse, sa colère. La thérapeute lui tend un miroir, un reflet de lui-même qu'il avait toujours évité. Elle lui dit « Regarde cette douleur, accueille-la, ne la combats pas. C'est ton enfant intérieur qui cherche à guérir. » Malik pleure, longtemps. Il pleure toutes les blessures qu'il avait cachées, toutes les colères qu'il avait refoulées. Et dans ses larmes, il trouve une nouvelle force,
une force fragile mais réelle, une force qui vient de l'acceptation, de l'amour. Le temps passe, et avec lui, la conscience grandit. Malik n'est plus le même homme. Quelque chose s'est déplacé en lui, comme si les fondations de sa vie avaient été remises à nu, puis reconstruites, lentement, avec soin. Il continue ses séances, il continue d'écrire. Mais surtout, il commence à vivre autrement, à ressentir différemment, à aimer plus consciemment. Avec Adam, le lien s'est transformé. Il n'est plus dans l'autorité, mais dans la présence. Il prend le temps de jouer, d'écouter, de valider les émotions de son fils. Un soir, Adam lui dit « Papa, t'es plus gentil maintenant. Avant, j'avais peur. Maintenant, je suis bien. » Ces mots, simples et sincères, touchent Malik plus que n'importe quelle réussite professionnelle. C'est la preuve vivante que guérir ne sert pas qu'à soi. Ça libère aussi les autres. Dans son travail aussi, Malik change. Il devient plus à l'écoute, moins rigide, plus humain. Il ose parler de vulnérabilité dans ses conférences. Il raconte avec pudeur son parcours intérieur. Et contre toute attente, cela touche les gens. Certains viennent le voir, émus, pour le remercier, pour lui dire qu'ils se reconnaissent, pour lui dire qu'ils ont eux aussi une colère ancienne, qu'ils veulent comprendre. Ils découvrent alors une mission nouvelle, transmettre, témoigner, dire que c'est possible, que la guérison existe, que l'on peut transformer la colère en force douce, en courage d'aimer. Un jour, il reçoit une invitation à intervenir dans une école. Il accepte. Devant une trentaine d'adolescents, il parle de son enfance, de la violence silencieuse, de la peur, de la honte. Il leur dit que pleurer, ce n'est pas être faible, que crier, ce n'est pas forcément être mauvais, que souvent, la colère est un appel au secours qui n'a pas trouvé d'oreille. Un garçon lève la main, les yeux humides. « Moi aussi je suis en colère tout le temps. J'ai cru que j'étais méchant. » Et Malik répond, le cœur ouvert. « Tu n'es pas méchant. Tu es blessé et tu peux guérir. » Il sort de la salle vidée, mais heureux. Il sent que sa douleur d'hier peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Petit à petit, la rage qui l'habitait devient une force tranquille. Il ne nie plus ses émotions. Il les accueille. Il ne cherche plus à plaire. Un matin, en relisant son journal, Malik tombe sur sa première note, celle écrite après la crise avec Adam. Il relit ces mots, si durs, si confus, si tristes. Et il sourit. Pas avec condescendance, avec tendresse, pour celui qu'il était, pour celui qu'il devient. Il comprend alors que la transformation, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir pleinement soi, en vérité, en paix. Et dans cette paix nouvelle, il trouve une chose qu'il n'attendait plus, la joie. Changer ne se fait jamais d'un coup. C'est une série de petits pas, souvent invisibles aux yeux des autres, mais immenses pour celui qui les accomplit. Pour Malik, la transformation ne fut pas un moment spectaculaire, mais une lente mue douloureuse, sincère, patiente. La première fois qu'il a demandé pardon à son fils, ce fut un matin banal. Adam avait renversé du lait sur la table. Le réflexe ancien, celui de la colère, était monté d'un coup. Mais Malik avait respiré profondément. Il s'était accroupi à la hauteur de son fils et avait dit simplement « Papa s'est mis en colère hier soir, et ce n'était pas juste, je suis désolé. » Adam avait levé les yeux, surpris. Il n'avait jamais entendu son père dire ça. Il avait hoché la tête, timidement, puis souri. Ce sourire avait bouleversé Malik.
ce n'était pas la perfection qu'Adam attendait, c'était la présence. Dès lors, Malik comprit que la guérison, ce n'était pas ne plus jamais se mettre en colère, c'était apprendre à revenir, à réparer, à être vrai. Il commença à instaurer de nouvelles habitudes. Chaque matin, 10 minutes de silence, une respiration consciente, un carnet dans lequel il écrivait ses émotions, même celles qu'il ne comprenait pas encore. Il apprit à dire à Adam : « Je ne sais pas pourquoi je suis triste aujourd'hui, mais je le suis. » Il n'essayait plus d'être un père parfait. Il voulait être un père humain. Et dans cette humanité, il trouvait enfin sa force. Peu à peu, il élargit ce changement à son entourage. Il reprit contact avec Karim, son ancien collaborateur humilié. Il s'excusa sincèrement, pas pour l'image, pas pour se dédouaner, mais pour réparer. Karim fut surpris, méfiant d'abord, puis touché. Ils échangèrent longuement, et à travers cette conversation, Malik réalisa à quel point il avait blessé, et à quel point il avait été blessé. Il rejoignit un groupe de paroles pour hommes, des pères, des fils, des hommes en colère, en détresse, en reconstruction. Là, il parla de son père, de sa honte, de sa peur, et pour la première fois, il fut écouté sans être jugé. Partager, c'était se libérer. Entendre d'autres voix, c'était cesser de croire qu'il était seul à souffrir. Il commença à accompagner d'autres hommes, non comme un expert, mais comme un frère de route. Il leur disait : « Derrière la colère, il y a toujours un cri. Si tu l'écoutes, ce cri peut te guider vers toi-même. » Et chaque fois qu'il prononçait ces mots, Malik sentait une part de lui guérir un peu plus. Les années ont passé. Adam est devenu un adolescent calme, curieux, expressif. Il n'a pas peur de dire quand il est triste. Il ose pleurer, rire, crier, aimer. Il sait que ses émotions sont des alliés, pas des ennemis. Et Malik, en l'observant, sent une fierté profonde, non pas celle d'avoir réussi son fils, mais celle de l'avoir aimé librement. Un jour, Adam entre dans le salon, un livre à la main. Il le tend à son père, un sourire taquin au coin des lèvres. « Tu parles de moi là-dedans, hein ?» Le livre s'intitule « Derrière la colère, un enfant ». C'est l'œuvre de Malik. Son témoignage, son cri devenu parole. Il y raconte son histoire, ses blessures, sa transformation. Il y parle de son père, sans haine. Il y parle de sa mère, avec tendresse. Il y parle de lui, de l'enfant qu'il a été, de l'homme qu'il est devenu. Et surtout, il y parle de cette colère qu'il croyait être son ennemi, mais qui fut en réalité la messagère de sa douleur. Le livre rencontre un écho puissant. Malik est invité à donner des conférences. Il parle dans des écoles, des entreprises, des prisons. Partout, des hommes et des femmes l'écoutent bouleversés. Car chacun porte en soi un cri d'enfance non entendu. Lors d'une conférence, un jeune homme lui demande : « Comment avez-vous su que vous étiez enfin guéri ?» Malik sourit, il réfléchit et il répond : « Je ne suis pas sûr d'être complètement guéri, mais je sais que je ne suis plus en fuite. J'ai passé 30 ans à fuir un cri d'enfant, j'ai passé 5 ans à l'écouter, et depuis, je vis enfin libre. » Cette phrase devient célèbre, elle touche les cœurs, éveille les consciences. Et chaque fois qu'il la prononce, Malik pense à l'enfant qu'il était. Il lui murmure en silence : « Tu vois, on a survécu, et maintenant, on vit. » Les leçons à retenir de l'histoire de Malik. Derrière chaque colère, il y a une douleur non entendue. Malik n'était pas un homme naturellement violent. Il portait simplement en lui la colère d'un enfant qui n'a jamais eu le droit d'exister avec ses émotions. Ce que l'on ne guérit pas, on le transmet. En répétant inconsciemment les comportements de son père, Malik risqua de blesser son propre fils.
malgré tout l'amour qu'il lui portait. La force n'est pas dans le contrôle, mais dans la conscience. Il a fallu à Malik du courage, non pas pour cacher sa colère, mais pour aller regarder en face l'enfant blessé qu'il avait laissé derrière lui. Guérir, c'est choisir d'aimer autrement. Malik n'a pas changé du jour au lendemain. Il a appris à respirer, à écouter, à s'excuser, à être présent. Ce sont ces petits gestes quotidiens qui l'ont transformé. Partager son histoire, c'est ouvrir une porte pour d'autres. En racontant son parcours, Malik a libéré la parole d'autres hommes, d'autres pères, d'autres enfants blessés. Il a transformé sa blessure en message d'espoir. Et toi, qui regardes cette vidéo, que fais-tu de ta colère ? Est-ce que tu continues à te battre contre elle, à la cacher, à la projeter sur ceux que tu aimes ? Ou est-ce que tu es prêt enfin à l'écouter, à comprendre la blessure qu'elle raconte ? Malik, c'est peut-être ton frère, ton père, ton ami ou toi. Si cette histoire t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Abonne-toi. Dis-nous en commentaire si tu as une colère que tu portes et quelle blessure elle exprime. Chaque partage, chaque message, c'est peut-être une main tendue à quelqu'un qui se croit seul avec sa rage silencieuse. Merci d'avoir été là. Et surtout, n'oublie jamais, derrière la colère, il y a un enfant qui veut juste être entendu.